Bon, écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes, presque bonsoir. Je suis Evelyne Papir-Black, je suis l'assistante de Serge Borg et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Aide Silva de l'Université Nacional Autonome du Mexique. D'abord, bien écoutez, je vous dis quand même bienvenue à tous à notre colloque Israël et mondialement FLE à l'occasion de la Journée internationale du prof de français, un événement qui est initié par l'Association des professeurs de français d'Israël et en partenariat avec l'Inspection générale du français en Israël et l'Institut français d'Israël. Voilà, donc je vous ai donné le nom de la personne qui va faire son intervention actuellement, Aide Silva. Elle va faire une conférence qui paraît tellement intéressante, s'émerveiller pour apprendre. Aide Silva enseigne la didactique du français à l'Université nationale et autonome du Mexique. Elle est titulaire d'un doctorat en littérature et de civilisation française, d'un DESS en sciences du jeu, ainsi que divers diplômes en didactique, traduction et interprétariat. Elle est membre du Système national de chercheurs mexicains et a reçu divers prix et distinctions. Depuis 1992, elle a animé près de 225 ateliers portant essentiellement sur le jeu en classe de langue. Elle est l'auteure de 3 livres, de 110 articles et coordinatrice de 3 ouvrages collectifs. Aide, je vais vous passer la parole. Merci, bonjour à tous. Félicitations en cette journée qui est votre journée, la journée internationale du professeur de français. Merci à tous les organisateurs, en particulier à la Fédération internationale de professeurs de français, à l'Association de professeurs de français en Israël et également à Serge Borg, à Evelyne et à tous les organisateurs de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec des collègues et amis. J'ai fait un séjour court à Tel Aviv il y a quelques années, donc j'ai le plaisir d'avoir pu connaître l'environnement où plusieurs d'entre vous sont basés. Et je souhaite vous parler aujourd'hui donc d'un thème qui est devenu à la mode, qui est devenu une tendance pédagogique qu'on pense récente, mais qui est moins récente que certains ne le croient. Et donc, je vais vous présenter un peu en quoi consiste ce fameux Learning through Wonder, l'apprentissage par émerveillement. Je vais faire ma présentation et ensuite, nous aurons un temps aussi pour partager un peu, pour faire un échange. Vous pourrez poser vos questions et également, j'essaierai évidemment d'y répondre. Alors, je vais commencer par partager mon écran. Et donc, le titre, c'est S'émerveiller. Et en fait, c'est aussi émerveiller pour apprendre. Je souhaite signaler que un grand nombre des éléments que je vais vous présenter proviennent d'une source que vous pourrez consulter directement. Je ne sais pas si vous êtes habitué à consulter ce type de document, mais je vous le conseille vivement si ce n'est pas le cas. Tous les ans, l'Open University publie un article sur les pédagogies innovantes. Learning through Wonder était parmi les tendances innovantes de 2019. La version 2020 est déjà parue, bien sûr, et on aura bientôt, très bientôt, je pense, la version 2021. Donc, vous avez là la référence et je me ferai un plaisir de vous envoyer par la suite les éléments qui sont dans le diaporama pour que vous puissiez approfondir vos connaissances. En tout cas, nous allons donc découvrir d'abord ce qu'est l'apprentissage par l'émerveillement pour ensuite réfléchir à la manière dont on pourrait appliquer cela dans nos classes de langue. Nous allons donc commencer par de courts antécédents pour bien situer la notion, ensuite une définition et ses principes, et comme je l'ai dit, des pistes pour la classe. Alors, pour ce qui est des antécédents,
il faut rappeler que même si cela fait partie des pédagogies dites innovantes, en réalité, l'émerveillement comme source d'apprentissage, la curiosité, l'envie d'apprendre sont des moteurs de connaissances très anciennes. Déjà, les philosophes de l'Antiquité grecque, dont Socrate et Platon avaient parlé de cette soif d'apprendre, de cet émerveillement que peut provoquer toute une série d'éléments qui nous entourent, dont la nature, bien sûr, circuler dans la nature et découvrir des choses nouvelles qui nous intéressent, qui nous attirent est quelque chose de très ancien. L'émerveillement est d'ailleurs à la source de la philosophie. Pourquoi y a-t-il des arcs-en-ciel? D'où vient la pluie? D'où vient le vent, etc. L'émerveillement s'est exprimé de différentes manières, par exemple aussi en rapport aux constructions humaines, aux fabrications humaines. Les cabinets de curiosité très à la mode au XVIIe, au XVIIIe siècle réunissaient des objets, des appareils, des dispositifs qui émerveillaient les utilisateurs, mais on peut aussi être émerveillé par les monuments créés par les êtres humains. La pyramide de Gizeh, bien sûr, mais un grand nombre de réalisations humaines suscitent l'émerveillement, ainsi qu'un moteur, un vecteur d'émerveillement très, très important, la littérature et aujourd'hui le cinéma, la vidéo, toutes les productions audiovisuelles qui nous invitent à découvrir d'autres mondes et à nous émerveiller. Donc l'émerveillement comme moteur de connaissance est présent depuis de très nombreux millénaires même, et on a déjà reconnu depuis très longtemps l'émerveillement comme une source de l'envie d'apprendre. Maintenant, avant d'aller un peu plus loin, je souhaiterais vous inviter à incarner votre propre expérience de l'émerveillement. Essayez de vous souvenir d'un moment d'émerveillement, qu'il s'agisse émerveillement dans la nature, devant un monument, devant une réalisation, mais à un moment où vous avez été bluffé, où vous avez été surpris par quelque chose, et essayez aussi de vous rappeler, si ce n'est pas le cas, si la première chose qui vous est venue à l'esprit n'était pas liée à l'école, essayez de vous souvenir d'une expérience d'émerveillement que vous avez vécue à l'école. Est-ce qu'il y a eu un moment pendant votre apprentissage, de préférence en tant qu'apprenant, mais ça peut être aussi en tant qu'enseignant, où vous avez eu ce sentiment de wonder, d'émerveillement, d'étonnement, un étonnement agréable qui pousse à la connaissance. Alors, si vous le souhaitez, vous pourrez, dans le chat, nous partager certains des éléments qui ont pu vous émerveiller, parce que finalement, l'émerveillement est quelque chose qui se présente pas nécessairement de manière programmée. J'essaie de trouver mon chat et il ne veut pas apparaître. Non, il ne veut pas apparaître. Bon, on verra ça, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais donc, essayez de vous souvenir de ces moments d'émerveillement que vous avez vécu. Et si vous en avez vécu en dehors de l'école, essayez aussi d'identifier à l'école des moments d'émerveillement. Alors, on peut partir de certains constats, des objets, des événements et même des rencontres. Il y a des fois où la rencontre avec une personne peut être source d'émerveillement, crée des expériences qui suscitent intérêt et curiosité. On est étonné, mais ce n'est pas seulement l'étonnement, c'est un étonnement qui donne envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Ça crée un désir de comprendre et ce désir de comprendre nous mène à l'apprentissage. On peut partir par exemple de l'observation de la nature et de notre environnement parce que grâce à cette observation, on commence à comprendre, on commence à trouver des modèles, on commence à voir apparaître des régularités qui vont nous permettre de comprendre, d'anticiper et d'avoir l'impression qu'on saisit tout d'un coup quelque chose qui semblait obscur auparavant. Évidemment, les illusions virtuelles et les tours de magie, les visuels, pardon, et les tours de magie, c'est aussi des sources d'émerveillement et qui nous poussent à nous demander, mais comment est-ce possible? Comment a-t-il fait? Comment peut-on arriver à cela? Et donc, ce sont des interrogations sur la causalité et sur le libre arbitre, jusqu'où les événements et les actions dépendent de notre volonté, quel est le degré d'agentivité, quel est le degré d'intervention possible que nous avons sur la réalité. Et cet émerveillement, donc, nous permet d'apprécier un phénomène depuis des perspectives que nous n'avions pas entrevues auparavant. Quand on est émerveillé, en général, on ne se contente pas de
rester bouche bée, mais on veut en savoir plus. Et c'est ça qui est intéressant dans l'émerveillement. Que faut-il entendre plus précisément par l'apprentissage par l'émerveillement? Il faut partir du fait que pour résoudre un problème ou comprendre un principe qui se présente à nous, on va en général appliquer un processus pratique d'exploration. Mais vous pourrez me dire, mais ça, c'est l'apprentissage pratique, c'est la perspective actionnelle, l'apprentissage par l'action, on va explorer, et ce n'est pas nécessairement de l'émerveillement. Oui, mais l'émerveillement et ce processus pratique d'exploration où la quête, notre recherche, notre envie de savoir va être activée, va être mise en route par un objet ou un événement qui va éveiller notre curiosité et qui nous oblige à envisager l'environnement qui est familier sous un jour nouveau. Donc, l'émerveillement naît non seulement de l'exploration, mais de l'exploration à partir de quelque chose qui nous surprend, qui nous donne envie d'en savoir plus et qui ouvre notre perspective et donne envie d'aller plus loin. D'après les spécialistes de l'émerveillement, et il y a notamment Matthew McFall qui a consacré sa thèse à ce sujet, c'est une thèse en anglais, et qui a écrit des livres et qui dispose de beaucoup de vidéos sur Internet. L'apprentissage par émerveillement passe par différentes phases. La phase d'anticipation, la phase de rencontre, la phase d'enquête, la phase de découverte et la phase de propagation. Et je vous invite déjà aussi à penser à votre propre pratique pédagogique. Est-ce que dans la classe, nous aussi, on applique ce type de phase ou non? Anticipation, rencontre, enquête, découverte et propagation. Alors, en quoi consiste la phase d'anticipation? La phase d'anticipation, c'est le moment où le professeur, l'animateur va créer le sentiment que quelque chose d'inhabituel est sur le point d'arriver et il va susciter l'envie d'en savoir plus. Un exemple de ce que moi j'ai fait dans ce sens-là, c'est par exemple, une amie m'avait offert une série de boîtes dorées, de ces boîtes gigognes, une petite boîte dans une plus grande boîte, dans une plus grande boîte, dans une plus grande boîte. Je ne savais pas trop quoi en faire, mais un jour, j'ai décidé de cacher un petit objet dans la plus petite boîte et je suis arrivée avec ma grosse boîte en classe et on a commencé la leçon sur l'interrogation et j'ai posé ma grosse boîte dorée sur la table et pendant qu'on parlait, qu'on discutait, sans rien expliquer, je sortais chaque boîte plus petite de la boîte précédente jusqu'à arriver à la toute petite boîte. C'était une phase d'anticipation. Mes étudiants à l'époque, c'était des adultes, ils ne pouvaient pas quitter des yeux cette boîte qui devenait de plus en plus petite. Et à la fin, quand on a fini la leçon sur l'interrogation, quand j'ai demandé « Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte ?» Ils ont tous répondu « Oui ». Et j'ai dit, bon, dans ce cas-là, il va falloir appliquer ce que vous venez d'apprendre sur l'interrogation. Il faut que vous me posiez des questions avec qui, quoi, où, comment, etc. pour pouvoir deviner ce qu'il y a dans la boîte. Et la participation était très active parce que ce n'était plus un exercice de systématisation des adverbes interrogatifs, c'était une véritable envie de savoir ce que cachait la dernière petite boîte. Donc ça, c'est un exemple de phase d'anticipation. On a envie d'en savoir plus, on a envie d'aller plus loin parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de différent, qu'il y a quelque chose d'étonnant qui va se passer. Vient ensuite la phase de rencontre, faire vivre l'expérience de l'émerveillement. Et donc, et je m'excuse pendant un instant parce que j'ai oublié de prendre avec moi un de mes accessoires. Mais par exemple, si je parle et que vous voyez que j'ai quelque chose à la main, et vous savez, vous avez l'intuition que je vais l'utiliser à un certain moment. Mais si tout d'un coup, je sors cet objet, vous voyez là, un pingouin. Mais si au bout d'un certain temps, je fais ceci, et vous voyez que le pingouin peut faire sortir ses yeux de ses orbites, tout d'un coup, les apprenants, même les adultes, même si ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, ils vont envie d'aller voir de plus près comment se fait-il que le pingouin peut faire sortir les yeux de ses orbites. L'émerveillement ne passe pas nécessairement par une pluie d'étoiles ni par quelque chose de magique. Ça peut passer par un objet relativement anodin comme celui-ci, mais on se demande, mais
mais comment elle fait? Pourquoi cet objet est là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Et donc, vous pouvez, à partir de nombreux objets, faire vivre cette expérience de l'émerveillement. Il m'est arrivé très souvent en formation de voir des participants, des professeurs le plus souvent, à la fin de l'activité, venir voir, vouloir toucher, vouloir continuer à voir comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'il y a un œil qui sort avant l'autre, etc. Donc, il y a cette envie, la rencontre avec l'objet qui donne envie d'en savoir plus. Mais vient donc la phase de l'enquête. C'est là où on va inviter les apprenants à mieux comprendre l'expérience et à donner les moyens de poursuivre l'expérience. Vous voyez qu'on ne parle pas encore ici de la partie linguistique, on ne parle pas de la classe de langue en particulier, ça peut concerner n'importe quelle classe. Donc, la phase d'enquête n'est pas nécessairement une phase d'enquête linguistique, mais pour mener cette enquête, pour en savoir plus, il va falloir utiliser des ressources linguistiques. On va donc à une phase de découverte où on va être amené à approfondir des connaissances. On va consulter des livres, on va consulter Internet, on va consulter des experts, on va à essayer de réunir davantage d'éléments pour comprendre comment ça se passe. Et grâce à cet approfondissement de connaissances, on va arriver à la phase de propagation, c'est-à-dire le moment où on travaille autour de l'expérience et on peut partager et célébrer cette expérience. Et ça, c'est très important. L'émerveillement est un moment de découverte, de curiosité, mais ensuite, il faut que cet émerveillement soit une sorte d'héritage où, comme on a vécu cette expérience de l'émerveillement, on a envie de la partager, on a envie de la faire partager à d'autres. Alors, en quoi les phases qu'on vient de voir, euh, si vous vous souvenez bien, c'était l'anticipation, l'expérience de l'émerveillement, l'enquête, l'approfondissement et la propagation. Est-ce que ces phases-là vous semblent compatibles avec votre propre séquence habituelle d'enseignement-apprentissage du français langue étrangère? Est-ce que vous avez déjà, dans votre classe, appliqué certains de ces principes où vous commencez par une mise en route, une sensibilisation, vous faites naître l'intérêt envers le sujet qui va être traité, ensuite vous faites découvrir, vous faites réfléchir, vous faites aussi explorer et maîtriser, approfondir, mais ensuite vous faites aussi propager, vous montrez comment cet objet qui vient d'être appris, ça peut être le fait de pouvoir raconter quelque chose au passé, ça peut être la possibilité de décrire une personne, ça peut être la possibilité d'inviter. Est-ce que vous essayez de propager, de montrer comment ce nouvel objet de connaissance peut servir plus tard ailleurs pour partager? On vient au principe identifié par McFall pour l'apprentissage par émerveillement. Il nous dit, et là aussi je vous invite à penser, est-ce que vous appliquez ces principes pour votre propre enseignement? Il nous dit, il faut préparer en amont, il faut anticiper, il faut avoir préparé avant que l'expérience ait lieu, il faut encourager l'action et l'interaction, préserver le mystère, favoriser les liens, jouer sur la multisensorialité, tenir ses promesses, être gentil. Je viens plus en détail sur chacun de ces éléments, mais je souhaiterais aussi vous inviter à réfléchir en quoi ces principes que je vais exposer plus en détail maintenant vous semblent compatibles ou non avec votre approche actuelle de l'enseignement. Parce que finalement, ce sont des principes que nous pourrions appliquer la plupart du temps. D'abord, préparer, toujours préparer avant. Travailler la manière dont vous présentez les choses. Là, je viens de faire quelque chose qu'il ne fallait pas, c'était justement sortir de l'écran. Quoique, en pleine conférence, quitter l'écran, c'est toujours un peu étonnant. Donc, travailler la manière de présenter les choses, parier sur l'anticipation, chercher cette étincelle. Si moi, je suis là et je commence à parler, je continue à parler et j'ai un objet étrange dans la main, je n'ai rien à dire. Le fait simplement que je manipule cet objet pendant un moment, ben, les apprenants vont se demander, mais qu'est-ce que c'est? On n'a jamais vu ça. Et à quoi ça peut bien servir? Pourquoi l'a-t-elle apporté? Etc. Donc, essayez toujours de créer cette étincelle où les gens vont se demander, ah, il y a quelque chose de différent. Moi, je le fais souvent, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et par exemple, il y a quelques années, il y a eu un film de Disney
qui mettait en scène une sorcière et il y avait beaucoup d'accessoires de sorcières qui étaient vendus. Donc, je me suis acheté un grand bâton de sorcière et de temps en temps, je m'amuse à arriver à la faculté, puisque j'enseigne à l'université, avec mon bâton de sorcière. Juste le fait d'entrer, de traverser le couloir avec mon bâton de sorcière et d'entrer en classe avec le bâton, mes étudiants, ils se disent: «Oh, il va se passer quelque chose d'étonnant» et pendant un moment, je ne fais rien avec le bâton, mais il est là et ils le voient et bon, je mets en place différentes dynamiques ensuite avec le bâton de sorcière, mais il faut anticiper. Il faut essayer de préparer l'effet que l'on va produire. Bien sûr, il ne suffit pas simplement d'impressionner, mais il faut encourager l'interaction. Il faut que les gens aient envie de toucher, de manipuler, faites circuler l'objet, faites parler, à quoi ça veut servir, est-ce que vous pensez qu'on va faire ceci ou cela, faites discuter, encouragez le, le, le rôle, le protagonisme de vos apprenants. Vous restez en arrière. Vous avez apporté de quoi créer l'expérience d'émerveillement, mais c'est à eux d'être émerveillés. Donc, laissez-les réagir, laissez-les interagir avec l'objet entre eux de façon à créer cette expérience collective de l'émerveillement. Et dans la mesure du possible, préserver le mystère, tirer profit de tout ce qui cache ou de ce qui est caché, arriver simplement avec un mouchoir sur une boîte, ayez la main dans la poche pendant une demi-heure et on voit bien que vous manipulez quelque chose, mais vous n'avez pas sorti votre main de la poche jusqu'à la fin. Utilisez autant que possible des supports attirants et mystérieux. Moi, j'ai toute une collection de boîtes, rien qu'ici, à la portée de la main, de petites boîtes, de plus grandes boîtes. Et bon, il faudrait que je me lève pour vous montrer toutes les autres boîtes, mais tout ce qui est un peu mystérieux, tout ce qui est un peu hors du commun va être attirant. Donc, préservez le mystère, ne dites pas tout de suite à quoi ça sert, par exemple, ça je ne vous ai pas encore dit. Et donc, continuez à préserver ce mystère pour susciter, dans la mesure du possible, l'émerveillement. Il faut aussi favoriser les liens, favoriser l'établissement de liens, que les gens établissent, établissent les liens, qu'ils essayent de comprendre ça, ça a à voir avec ça, ah, on a déjà vu ça l'autre fois, ah, ça doit avoir un rapport avec telle autre chose. L'apprentissage, on le sait, est créé par l'ancrage des nouvelles connaissances sur les connaissances anciennes. Et donc, le fait de favoriser l'établissement de liens, la recherche et l'établissement de liens entre l'expérience actuelle et les expériences passées ou futures va être favorable à l'émerveillement. Il faut aussi jouer, dans la mesure du possible, sur le multisensoriel. Il faut inviter vos apprenants à s'impliquer avec tous leurs sens. La vue, bien sûr, l'ouïe, bien entendu, mais pourquoi pas l'odorat, le toucher, il me manque quelque chose, l'ouïe, l'odorat, le toucher, et le goût, bien sûr, si possible. Essayez de créer une expérience multisensorielle. Et bien sûr, il faut tenir vos promesses. C'est-à-dire, si moi, j'ai manipulé ça et à la fin, je dis juste que c'est une agrafeuse et que je n'en fais rien, comme on n'est pas en cours, je ne ferai rien, c'est un peu décourageant. Avoir attendu un bon moment pour savoir ce que cet objet était et puis tout d'un coup découvrir que c'est juste une agrafeuse, c'est un peu frustrant. Donc, il faut aussi prévoir la manière de gérer la frustration parce que l'émerveillement peut conduire à la frustration et il faut en profiter pour souligner que finalement, une question fait naître d'autres questions, qu'il n'est pas toujours nécessaire de trouver des réponses et que parfois les explications sont moins intéressantes que la question elle-même, mais que c'est la question qui vaut la peine d'être posée. Mais essayez quand même, si vous apportez quelque chose qui peut émerveiller, bah essayez de tirer profit vraiment de ce sentiment d'émerveillement. Et finalement, cela n'a pas vraiment besoin d'explication. Bah, il faut rester gentil, c'est-à-dire il faut rester empathique et il ne faut pas se fâcher si quelqu'un n'est pas émerveillé ou si les choses ne fonctionnent pas exactement comme vous aviez prévu, par exemple. Est-ce que, bon, je vous laisse réfléchir un petit moment et on aura l'occasion d'en discuter dans un instant. Est-ce que tous ces principes évoqués vous semblent viables en classe de langue? Est-ce que vous pourriez appliquer cela dans votre propre classe? Je vous pose la question parce que justement, nous arrivons à la fin de ma présentation et je vais vous parler des pistes pour la classe. Alors, McFall, qui nous parle de ses propres pistes, comme je vous l'ai dit, c'est un enseignant
qui n'est pas un enseignant de langue, c'est un enseignant au niveau secondaire dans un collège au Royaume-Uni. Donc, il a créé un cabinet d'émerveillement, une sorte de cabinet des curiosités. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est des photos qui circulent sur Internet. Il a des coquillages, il a des statuettes, il a des automates, il a de l'encre sympathique qui s'efface, il a beaucoup d'objets anciens, il a des puzzles. Et donc, c'est un cabinet qui s'enrichit au fur et à mesure avec les apports des apprenants, des familles des apprenants, etc. Et donc, il y a ce Wonder Room, ce cabinet où sont réunis tous les objets un peu étranges qui suscitent la curiosité et l'envie d'en savoir plus. Et il travaille par module. Donc, ces modules qu'il a créés autour de ce cabinet ont prouvé être importants puisqu'ils ont créé beaucoup d'engagement chez les apprenants. Les étudiants aiment bien apporter des objets, travailler avec ces objets, faire des choses avec ces objets. Mais le personnel de l'école aussi s'est intéressé au cabinet et a apporté des objets. Et la communauté, les parents, les grands-parents, les voisins ont entendu parler de la chose. Maintenant, tout le monde apporte quelque chose à ce cabinet de merveilles. Ils font beaucoup de projets à partir de ces merveilles ainsi réunies. Et donc, ils ont réussi à créer à l'intérieur de l'école, mais aussi à l'extérieur de l'école, une culture de l'émerveillement. Les gens ont commencé à s'habituer à se laisser émerveiller. Donc, non seulement ils sont émerveillés par ce qui est proposé en classe, mais ils commencent à observer autrement ce qui les entoure et à s'émerveiller de choses qu'ils n'avaient pas observées auparavant. Donc, grâce à cette culture de l'émerveillement, McFall a créé une séquence de 8 modules qu'il appelle aussi des boîtes pour une pédagogie de l'émerveillement. Je vais rapidement vous parler de ces boîtes de McFall pour ensuite parler de ce qu'on peut en faire en classe de langue. Vous pouvez aussi, pendant que je présente, essayer d'identifier comment vous pourriez transposer un ou plusieurs de ces modules dans votre propre pratique d'enseignement de la langue. Alors, la première boîte, c'est une boîte noire, le module boîte noire, où il s'agit de mise en route. Il s'agit, comme l'a dit McFall, il faut stimuler l'anticipation, piquer la curiosité. Donc, par exemple, on commence par une table drapée qui cache un ou plusieurs objets mystérieux. On va présenter un spectacle de magie ou de science. On va présenter, comme tout à l'heure, une boîte avec un indice. On va inviter les apprenants à reconstituer un casse-tête. Il va y avoir donc une mise en route dans la boîte noire. La boîte rouge correspond à une leçon des choses. Donc maintenant, ce sont les apprenants qui apportent des objets merveilleux et qui réfléchissent et discutent sur pourquoi ces objets sont merveilleux. Et ça peut être des objets très, très simples. Une feuille de papier ou une feuille d'arbre, une pierre, un trombone, une pièce de monnaie. Regardez cette pièce, c'est une pièce, 1 franc qui existait avant les euros. C'est une pièce qui a plus de 20 ans, patati. Ah oui, mon grand-père, il a une pièce qui date d'il y a 100 ans, tatati, tatata. Ça peut être aussi des objets un peu exotiques, comme par exemple une plume de porc-épic, une statuette ou autre. Imaginez en classe de langue tout ce qu'on peut apporter, surtout en lien avec la culture étrangère. On peut apporter quelque chose à manger, on peut apporter un objet qu'on a ramené d'un voyage, on peut apporter une photo. Chacun partage des objets qu'il considère merveilleux à un titre ou à un autre et explique aux autres pourquoi il considère que cet objet est merveilleux. Donc, on constitue un corpus d'objets merveilleux. Ensuite, on passe à la boîte orange. La boîte orange est composée d'objets trouvés à l'intérieur de l'établissement. Et ça, c'est très intéressant. Il faut que les participants, ici les apprenants, partent à la recherche de choses étranges et merveilleuses à l'intérieur de l'établissement. Ça peut être des photos, bien sûr, ils ne sont pas obligés de prendre une brique de l'établissement, mais ils vont essayer de trouver autour d'eux, à l'intérieur de l'école, des choses qui sont merveilleuses. Et donc, ça permet de commencer à remettre en question l'environnement quotidien, des cailloux, des graines, des fleurs, des images, tout ce qui peut sembler un peu étonnant, un peu, quand on s'arrête et on envisage notre quotidien avec un regard nouveau, on peut trouver beaucoup de choses. Ah tiens, j'avais jamais remarqué que, et c'est cette étape-là qui est visée par la boîte orange. Vient ensuite la boîte jaune où on va mettre
tous ces objets sur la table, galerie d'objets, les gens examinent les objets, ils discutent sur la description de ces objets, comment on pourrait les mettre en valeur, montrer leur spécificité, faire comprendre que ce sont des objets étonnants et merveilleux. On peut utiliser des loupes, on peut organiser les éléments en groupe, on peut ajouter des étiquettes avec des questions, on peut ajouter des étiquettes avec une description, avec un nom. Donc là, j'espère que vous commencez à imaginer ce que vous pourriez faire dans votre environnement. Vient ensuite la boîte verte où, à partir de ce travail qui a été fait de description, de classement, de recherche avec des questions, des réponses, des noms, on peut faire une petite exposition dans la classe autour de ce cabinet de curiosité où chaque équipe de participants choisit des objets à partager, à expliquer. Et donc, les participants préparent déjà le partage avec les autres où ils vont dire, on a choisi tel et tel objet parce que, et ils vont essayer de surprendre les autres. Mais cette boîte verte peut être complétée par une boîte bleue où on va, si on a travaillé sur les cailloux et sur les plantes, etc., on peut aller au musée botanique. Si on a travaillé sur des pièces de monnaie ancienne, on peut visiter un musée. Si on a travaillé sur tel personnage, on peut aller dans un site historique, on peut aller dans la forêt, etc. Donc, on peut montrer que l'émerveillement, ce n'est pas seulement dans le cabinet de curiosité autour d'une table, c'est à l'extérieur, dans la nature, dans la société, où on peut être émerveillé. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt pour la boîte Indigo, où on va exposer les objets à toute la classe, mais aussi au public hors classe. À partir de toutes les boîtes précédentes, on va pouvoir créer un musée de la classe ou un spectacle de merveilles. Imaginez déjà ça, un petit spectacle de merveilles en français où on va présenter un objet, on va le décrire, on va dire ses singularités, et puis on va faire quelque chose d'un peu étonnant avec cet objet. On peut recueillir des commentaires et à partir de cela, on peut même formuler un projet plus ambitieux avec d'autres écoles, avec d'autres disciplines, etc. Ça se termine par la boîte blanche, exposition destinée à un grand public, foire scientifique autour du thème de la curiosité, de l'émerveillement, où sont impliqués les professeurs de sciences, de mathématiques, d'histoire, de sport, etc. Donc, il peut y avoir vraiment énormément de choses. Il suffit d'avoir un peu l'esprit disponible pour être émerveillé par plein de choses qui appartiennent à beaucoup de domaines de la connaissance. Et je termine en vous disant que si vous êtes anglophone, vous pouvez consulter le portail Wonderopolis, qui est un portail pédagogique anglophone. Il présente une merveille par jour. Vous pouvez soumettre vos questions, voter pour votre question favorite, etc. Et donc, chaque jour, ils ont une question, par exemple, pourquoi a-t-on la chair de poule? Et il y a des explications et il y a des objets, etc. Donc, vous pourriez éventuellement prendre certains des éléments de Wonderopolis et les adapter en français. Ce serait bien de savoir, et on va d'ailleurs le faire avant que je ne termine proprement ma présentation. J'aimerais savoir si certaines idées d'application pour la classe de langue vous sont venues à l'esprit à partir de la présentation de ces différents modules. Mais bon, comme il reste peu de diapositives, je vais finir ma présentation pour pouvoir être en interaction avec vous. Conclusion. Il me semble que l'apprentissage par l'émerveillement est une approche finalement ancrée dans la tradition, bien moins récente ou novatrice qu'on ne le dit, mais elle reste toujours efficace. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'exige pas de grands moyens financiers. On n'est pas obligé de passer par la technologie ou d'avoir un énorme budget, puisque ça nous invite à redécouvrir notre capacité d'émerveillement, même à partir des objets les plus quotidiens. L'émerveillement, en plus, sollicite tous les processus cognitifs et c'est là son potentiel d'apprentissage, que réside son potentiel d'apprentissage. Il nous invite à percevoir, mais aussi à faire attention à ce que nous avons perçu, à mémoriser, à l'ancrer dans notre mémoire et à exprimer une émotion. Et en plus, il me semble que c'est une approche particulièrement adaptée à la didactique des langues et des cultures. Si le sujet vous intéresse, la source que j'ai citée propose une série de suggestions bibliographiques en anglais, mais dont le fameux film qui est sorti il y a 3 ans qui s'appelle Wonder. Il y a aussi des sites consacrés à la merveille du jour, à la merveille du mois, Wonder Day, Wonder Week. Il y a différents sites pédagogiques, l'émerveillement en éducation et l'émerveillement et l'apprentissage basé sur la passion, et différents livres
qui parle de la centralité de l'émerveillement dans l'enseignement et l'apprentissage, d'utiliser l'héritage et les pratiques d'émerveillement, du livre de l'étonnement et de l'émerveillement. Donc, vous voyez, vous avez pas mal de ressources possibles, dont plusieurs sont en ligne. Mais vous avez aussi certaines suggestions bibliographiques en français que j'ai ajoutées, puisque la source initiale est anglophone. Vous avez un livre publié au Québec, Cultiver l'émerveillement, comment préserver la soif d'apprendre de nos enfants. Il y a aussi un mémoire sur l'émerveillement avec les outils numériques et aussi un numéro de la revue Les Feuilles du Grain, le numéro 14, qui parle justement de la pédagogie de l'émerveillement. Donc, vous voyez que oui, récemment, l'émerveillement a fait l'objet de nombreuses publications, dont certaines peuvent être particulièrement utiles pour savoir comment exploiter davantage ce ressort dans notre classe. Je termine en vous souhaitant un excellent jour du professeur de français, bien sûr. Je vous laisse mon adresse au cas où vous souhaiteriez qu'on continue à échanger après cette présentation, sylva8a@unam.mx. Vous avez aussi un blog que j'ai un peu abandonné, mais qui reste très riche en entrées, et la plupart de mes publications qui sont disponibles sur le site Academia. Vous n'avez pas besoin de copier toute l'adresse, il suffit d'écrire Academia Heidi Silva et vous allez tomber dessus. Mais bon, il est temps pour moi de vous laisser la parole et je ne sais pas si, Evelyne, si on peut voir les participants à l'écran, si cela est prévu ou Alors, pas. attendez, je vais essayer de voir. Je ne crois pas. Alors, attendez. Je suis là avec vous. Et Je parce que, suis là. oui, ouais, Oui. allez-y. Alors, non, mais par contre, on peut regarder les questions et Voilà. réponses. Voilà. Enfin, je vais les lire pour que les autres personnes puissent. Enfin, en tous les cas, ils ont accès. Mais enfin, c'est pas grave. César Martinez, j'ai été émerveillée en classe de chimie avec les expériences que réalisait le professeur. Il obtenait des couleurs, des petites explosions de l'écume. Voilà. Les professeurs de chimie ont beaucoup de chance, mais nous, on en a encore davantage parce que les professeurs de chimie manipulent beaucoup d'objets, beaucoup de substances et obtiennent ces effets-là. Mais en prenant toutes les mesures de sécurité qui s'imposent, rien ne nous empêche, nous aussi, d'apporter des objets qui changent de couleur, d'apporter deux substances qui vont créer une petite réaction. Et l'important, c'est de faire quelque chose d'inattendu qui va faire que les apprenants vont se dire, tiens, non seulement ça va les étonner, mais ça va marquer leur mémoire comme, euh, comme dans un voyage. Quand on est dans un avion, par exemple, on peut traverser des milliers de kilomètres en quelques heures, mais c'est assez monotone en réalité. Les changements peuvent provenir de les personnes qui partagent la cabine avec nous. Alors que si on est en voiture et on s'arrête pour boire ici, et puis pour admirer un paysage là-bas, et puis pour prendre une photo là-bas, à chaque étape du voyage, on va conserver des souvenirs. Et c'est exactement la même chose avec l'apprentissage. Si tous les cours se ressemblent et on utilise exactement le même matériel, la même démarche, la même routine, il est difficile pour notre mémoire de s'accrocher à quelque chose. Alors que si on apporte un objet différent, un objet un peu nouveau, on se dit, ah oui, c'est le jour où on a fait ceci. Ah, c'est le jour où on a testé les réactions de ça. Ah, c'est le jour où on a dû faire ceci ou cela. Donc, plus vous changez, plus vous diversifiez les expériences, plus vous avez de chances de créer un ancrage mnémotechnique, un ancrage dans la mémoire beaucoup plus important. Euh, Evelyne, je vais lire la deuxième Oui, intervention de allez-y. César qui nous dit on peut lier les objets au thème du cours. Par exemple, un jouet, une Barbie et ses vêtements pour étudier le vocabulaire. Bien sûr, les adultes adorent continuer à manipuler des objets. Donc, vous pouvez apporter des Barbies et des vêtements. Et je sais que, par exemple, c'est très différent de travailler sur une feuille où vous avez un dessin de lion et puis un lion, il faut faire le lien entre lion, lion, cheval, cheval. Ou si vous apportez un gros sac, que vous arrivez comme le Père Noël avec votre hôte sur le dos, puis vous commencez à enseigner avec votre sac sur le dos. Il est léger, hein? Vous allez voir, et ben, les apprenants, ils ne vont pas comprendre, ils se disent, il fait court, mais il a quoi dans ce sac qu'il porte sur le dos? Et une fois la leçon sur les animaux terminée, adultes ou enfants, hein, vous commencez à sortir des peluches d'animaux.
Si vous avez des enfants ou des neveux ou vous avez accès à des peluches, aujourd'hui, les enfants ont souvent beaucoup de peluches. Donc, vous réunissez une vingtaine de peluches différentes et vous commencez à sortir de la haute que vous avez portée sur le dos pendant le reste du cours. Vous commencez à sortir. Ah, comment ça s'appelle? Et ça, ils vivent où? Et ils s'entendent avec qui? Est-ce que vous en avez un? Etc. Ça va être beaucoup plus intéressant de parler de ces peluches et de ces animaux domestiques que de parler à partir d'une feuille photocopiée. Donc, c'est important d'apporter ces objets dans la classe. Effectivement, César, c'est très intéressant. Dans le chat aussi, on nous dit, et c'est une excellente observation parce que ça montre bien que ce n'est pas nécessairement des objets qu'il faut apporter. Le jour où mon professeur de musique nous a fait découvrir Debussy. La première fois qu'on entend une musique merveilleuse et qu'on découvre que la musique, c'est autre chose que ce à quoi on est habitué, ça peut être vraiment extraordinaire. Moi, je me souviens d'avoir fait écouter à mes étudiants, il y a une trentaine d'années, une de mes chansons préférées, c'est une chanson très triste qui est chantée par Léo Ferré, aussi par Georges Brassens, qui s'appelle Il n'y a pas d'amour heureux. C'est un poème d'Aragon où il dit qu'il n'y a pas d'amour heureux, il le répète tout le temps, mais à la fin, c'est notre amour à nous deux. J'aimais beaucoup la chanson, je l'ai partagée. J'ai oublié que j'avais partagé cela, mais il y a 3-4 ans, une étudiante s'est approchée et m'a dit je me souviens du jour où tu nous as fait écouter de la poésie mise en musique et c'était Il n'y a pas un amour heureux. J'ai appris le poème, je le montre toujours à mes étudiants. C'est quelque chose qui m'a marqué, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur la poésie, etc. Et c'est là où on se rend compte vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qu'on fait à partir d'il y a un an que l'Open University a déclaré que c'est une tendance pédagogique innovante. C'est quelque chose, quand on aime quelque chose et qu'on le partage, comme la musique de Debussy, et qu'on parvient peut-être pas à toucher tout le monde n'a peut-être pas vécu exactement ce même sentiment d'émerveillement. Mais s'il y a au moins un, voire plusieurs apprenants qui ont dit « Waouh !» c'est quelque chose que je ne soupçonnais pas, que je ne connaissais pas et qui vont continuer à approfondir et qui vont continuer à cultiver. Peut-être que dans une dizaine d'années, un élève de votre ancien élève vous dira « Ah oui, mon professeur m'a fait découvrir Debussy parce que vous lui avez fait découvrir Debussy. » Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, fin novembre, c'est une excellente période, comme le signale Zuleima, parce qu'on peut faire un calendrier de l'Avent. Et le calendrier de l'Avent, c'est chaque jour où en classe, on peut le faire chaque semaine ou 2-3 fois par semaine, on découvre quelque chose de nouveau. Ça peut être une chanson, ça peut être un texte, ça peut être la biographie d'un personnage, ça peut être un bonbon, ça peut être plein de choses. Et donc, les apprenants vont venir en classe en sachant qu'une surprise les attend. Et on peut travailler autour de l'objet de cette surprise. Une autre participante, je suis désolée, je ne lis pas l'hébreu, mais elle travaille pour enseigner le matériel de la classe, justement, d'écrire, montrer les choses étonnantes que on peut, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la liste d'objets de Karel Mann. Karel Mann avait créé toute une série d'objets quotidiens, mais un peu absurdes. Par exemple, une théière, mais dont le bec allait dans l'autre sens, donc on ne peut pas se servir le thé. On peut demander aux apprenants, à partir des objets de la classe, un crayon, une chaise, etc., d'imaginer des interventions autour des objets qui vont les transformer en autre chose. Et donc de présenter à leurs camarades ces objets étonnants, ces objets différents, les décrire, les expliquer, raconter leur histoire, etc. Et pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas d'autres idées ou questions, mais peut-être peut-on ouvrir ce dialogue davantage. Je ne sais pas si vous, qui nous suivez en ce moment, vous avez d'autres idées d'application pour la classe. Moi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais derrière moi, surtout en haut, j'ai énormément de jeux et énormément d'objets un peu bizarres. Je collectionne les boîtes et les objets. Et pour vous montrer juste un objet que j'utilise beaucoup, finalement, j'en ai choisi 3. Un de ceux que j'utilise énormément, c'est ça. Et je vous demande, puisque maintenant je vois le chat, quel est le point de grammaire qu'on peut aborder avec une chaussure?
chaussure rouge neuve, hein, elle n'est pas, vraiment utilisée. Quel est le point de grammaire que vous pourriez travailler avec une chaussure rouge? Moi, j'arrive en classe, je pose la chaussure sur la table et on commence. Les apprenants sont un peu surpris, ils sont toujours surpris, même si je fais souvent des choses bizarres. Et en fait, on l'utilise pour travailler les pronoms. Ça peut être l'accord non adjectif, comme le dit une des participantes, mais je l'utilise beaucoup pour travailler les pronoms directs et indirects. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaussure? On peut la retourner, on peut lui parler, belle chaussure, dis-moi ce que tu en penses. On peut la plier, on peut lui mettre un objet à l'intérieur, on peut lui, et donc on fait circuler la chaussure et on a les participants ont la chaussure en main et au départ on dit on peut la mettre, on peut la vendre. Mais plus ça avance, plus il faut inventer des choses bizarres. Donc j'ai entendu on peut l'utiliser pour planter des fleurs, on peut lui chercher une paire, on peut et il y a beaucoup de choses étonnantes qui sortent de cela. J'utilise beaucoup aussi des petits sachets comme ça. Je l'ai acheté dans un magasin d'objets chinois qui ne coûtait pas cher. Et en fait, c'est ma boîte à gages. Quand on fait un jeu, à la fin, je sors 200 de gages et les participants doivent en tirer un au hasard. Et par exemple, il faut garder les mains sur la tête jusqu'au prochain tour si on a perdu, etc. Donc, il suffit ce n'est pas la même chose d'avoir juste le gage comme ça que d'avoir ça dans une belle, un beau petit sac où il faut tirer cela. Et finalement, je vous présente une de mes boîtes préférées, c'est une de celles que j'utilise beaucoup, évidemment, c'est francophone. Et à l'intérieur, les élèves se demandent toujours ce qu'il y a. Et j'y range énormément de choses qui peuvent me servir à improviser ou à compléter à n'importe quel moment. J'ai par exemple une pelote de laine qui peut me servir à faire une ligne pour séparer les participants. J'adore cela. J'ai des petits yeux qui me permettent de créer des personnages. Donc, je peux dire, je ne sais plus, je vais demander son avis je ne sais pas, à Monsieur Debussy et à Monsieur Beethoven pour voir quelle est la chanson que nous allons écouter. Et puis, je mets les yeux et je les fais parler entre eux et ensuite, je les range. Et les élèves, ils veulent toujours pouvoir les mettre et faire leur propre personnage. J'ai une petite bouteille avec plein de dés minuscules qui vont nous permettre, par exemple, de savoir qui va commencer en jetant les dés. On peut consulter, s'il n'y a pas eu une nasale, par exemple, si on est en train de travailler les nasales, j'ai une petite marionnette en forme de libellule qui peut faire zzz, et je peux mettre ça sur le doigt. J'ai un dé à 100 faces, parce qu'en fait, c'est 10 et 10. Il y a un petit dé à l'intérieur de l'autre. Donc, il y a 100 dés. J'ai des élastiques pour les cheveux qui peuvent servir à tirer au sort aussi. Et chaque étudiant a un élastique de couleur différent. Et je dis ceux qui ont un élastique rouge parlent avant ceux qui ont un élastique jaune ou vert ou bleu, etc. Et bon, je pourrais vous faire découvrir encore plein. Vous voyez, j'ai ici aussi une boîte, petite boîte. Et à l'intérieur de la boîte, j'ai des pièces de monnaie d'anciens francs, mais aussi des pièces. Celle-ci, par exemple, c'est une pièce du musée de Toulouse, du musée de l'astronomie de Toulouse, etc. Donc, j'ai énormément de choses. La dernière que je vous montre, en espérant que vous avez d'autres questions, c'est un dé rond. En général, les élèves adorent lancer le dé rond parce qu'ils ne peuvent pas croire que ça marche, et si ça marche. Donc, vous pouvez comme ça collectionner les objets petit à petit au fur et à mesure de vos trouvailles et les partager avec vos élèves. Feliga Yedi Bauma, j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans la prononciation, nous demande en quoi consiste l'émerveillement de la dynamique de l'enseignement du français langue étrangère. Justement, à créer l'émotion de l'émerveillement à partir d'une expérience basée sur un objet
sur une rencontre, sur une dynamique qui va faire que c'est une invitation à l'exploration, mais une invitation basée sur la curiosité, sur l'étonnement et la curiosité. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de créer cette expérience de waouh, j'ai envie d'en savoir plus, et non seulement de la faire émerger, mais de l'alimenter et d'en profiter par la suite. Donc, non seulement apporter quelque chose d'étonnant, mais à partir de cette chose étonnante, essayer de faire plus. Donc, j'ai apporté la chaussure et on a travaillé sur ce qu'on peut faire avec la chaussure, mais puisqu'on peut parler à une chaussure et puisqu'on peut manger une chaussure, qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres objets quotidiens? Et on peut travailler sur tout ce qui nous entoure et qui semble banal, mais en regardant de plus près, on va découvrir qu'autour de nous, nous avons des personnages qui ne sont pas nécessairement des personnages historiques célèbres, mais qu'on admire, qui ont fait des choses extraordinaires. Donc, on peut parler de quelqu'un dans le quartier, dans la ville, dans l'institution, qui a fait des choses extraordinaires qu'on n'aurait jamais soupçonné. On peut découvrir qu'à l'école, il est possible de faire ceci ou cela. On peut explorer l'histoire. En fait, il s'agit de créer ce dont parlait McFall, la culture de l'émerveillement. Le fait d'apprendre à prendre plaisir à apprendre parce que justement, il y a la curiosité et l'envie de savoir. L'apprentissage n'est donc plus basé sur l'obligation d'apprendre, mais sur l'envie d'apprendre. Et une autre participante nous dit, quelles activités faites-vous en période de confinement? Ben justement, en période de confinement, tout ce qui est basé sur des objets à découvrir, à décrire, tout ce qui est quête. Par exemple, on peut faire une quête sur Kahoot, on peut donner une liste de sites à visiter, on peut créer des codes QR à consulter pour aller sur un autre site, on peut faire travailler par petites équipes, on peut présenter un objet qui émerveille et leur demander de chercher sur Internet pour ensuite présenter à leurs camarades un autre objet, personne, événement qui les émerveille, etc. Donc, comme nous allons bientôt commencer, on s'arrête là, mais je vous remercie et nous allons donc passer très bientôt à la conférence finale. Je vous ai mis mes coordonnées, je vous remets mon courriel au cas où vous aimeriez en savoir plus. Ceux qui m'écriront sur le courriel que je viens de mettre sur le chat et qui était aussi sur les diapositives, je pourrai vous envoyer et la présentation avec toutes les références bibliographiques et éventuellement répondre à d'autres questions. Je vous enverrai aussi le lien vers le document sur la pédagogie innovante de cette année si cela vous intéresse. Merci. Bien, écoutez, je vous remercie infiniment, chère Haïdé. Nous sommes tous émerveillés par votre conférence. C'était vraiment très intéressant. Ça nous a apporté énormément de choses. On aurait voulu continuer, vous écouter encore, poser des questions. Malheureusement, nous n'avons plus de temps. Mais de toute façon, bien sûr, vous avez donné votre adresse et c'est formidable, les gens vont l'utiliser. Votre conférence est enregistrée, elle sera sur le site de la Journée internationale du prof de français pendant un mois encore. Donc, les personnes pourront la revoir ou celles qui n'ont pas pu la voir pourront la voir pendant un mois. Encore une fois, merci beaucoup et à très bientôt. Au Merci revoir. Evelyne et merci à tous les participants. Au revoir. Merci aux participants, bien sûr. Au revoir.